Donc, bonsoir à tous. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, ce soir, nous allons parler de la Nouvelle-Zélande et on va aborder trois sujets, l'immigration, l'éducation et les investissements. Donc, on aura avec nous Ariane qui s'occupe de la partie éducation et qui est aussi conseillère en immigration. Donc, elle pourra prendre en charge l'ensemble de votre dossier si vous choisissez de venir étudier en Nouvelle-Zélande. Voilà. Donc, immigration, éducation, business, investissement, ce sont les différents termes qu'on va aborder ce soir. Et nous allons aussi, s'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser. Je pense que je pourrais les voir. Si toutefois je ne les vois pas, j'ai ma collaboratrice qui les verra et qui pourra me dire s'il y a des questions. Voilà. Donc, OK. Donc, notre mission à New Zealand Service, on est une agence francophone qui est basée en Nouvelle-Zélande, dont l'objectif est d'aider les francophones principalement à immigrer, étudier et à investir en Nouvelle-Zélande. Donc, nous, là, on va commencer par la haute ceux qui a dit chaque voyage de milieu commence par le premier pas. Et donc, notre job à nous, c'est de vous aider à faire ce premier pas, car c'est quelque chose qu'on a fait par le passé. On est arrivé, ma femme et moi, en Nouvelle-Zélande en 2001, le 3 décembre 2001, et on s'est installé en Nouvelle-Zélande à ce moment-là. Et on est passé par toutes les étapes qu'on va pouvoir vous décrire à ce jour. Et donc, c'est pour ça qu'on va pouvoir aussi vous aider efficacement, tout en sachant aussi les écueils que vous pouvez rencontrer. Et on est là pour vous éviter de rencontrer ces écueils et d'être confortable dans votre projet lorsque vous avez affaire avec la Nouvelle-Zélande. Mais comme pas mal de gens, on reçoit tous les jours des dizaines d'emails de gens qui veulent immigrer en Nouvelle-Zélande, mais ils ne savent pas vraiment par où commencer. Donc nous, notre job, c'est de vous aider à faire le premier pas et à trouver les bons moyens. Je vais faire défiler mon écran en même temps. Donc, pourquoi la Nouvelle-Zélande déjà parce que c'est un beau pays, déjà. Au niveau sécurité, c'est le pays le classé le deuxième au monde au niveau de la sécurité, selon le Global Peace Index 2022. On est un peu loin de tout, donc c'est par moment un handicap, mais c'est aussi par moment et surtout un avantage d'être loin de tout ce qui se passe, notamment ce qui se passe en Europe. L'Europe, pour nous, ça reste quand même 20 000 kilomètres et c'est pas la porte à côté. Dynamisme, taux de chômage faible. À ce jour, on a 3,2% de chômage et je pense que dans les mois qui vont suivre, on va encore descendre plus bas que ça. Il est assez facile de pouvoir trouver un emploi en Nouvelle-Zélande si vous avez les bonnes qualifications et la bonne expérience. Au niveau innovation, Ariane vous parlera tout à l'heure du système éducatif avec ces différents systèmes de formation qui sont flexibles et qui sont aussi de très bonne qualité parce que je crois, Ariane vous en parlera tout à l'heure, mais je pense que toutes les universités de Nouvelle-Zélande sont classées dans les 500 premières au niveau mondial. C'est pour ça qu'on a beaucoup d'étudiants qui viennent de Chine, d'Inde, d'Asie et aussi beaucoup d'étudiants qui viennent des pays du Golfe. Qualité de vie? Ici, on travaille, certes, mais aussi on vit. C'est-à-dire qu'on ne va pas être à 2000% au travail et à moins 1000% au niveau personnel. Et on essaie de trouver un équilibre entre les deux, entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Et on s'en sort très bien. Bon, la beauté, je n'en parle pas parce que je pense que tous les gens qui sont à l'écoute ce jour sont déjà venus en Nouvelle-Zélande ou au moins ont vu des reportages sur la Nouvelle-Zélande qui permet de voir que la Nouvelle-Zélande fait partie des plus beaux pays du monde. Et en plus, on a la chance, on est 5 millions sur un territoire grand comme l'Italie. Et donc, on doit être à ce jour à 13 habitants au kilomètre carré. Et pour comparaison,
Je crois qu'en France, on est à 105 habitants au kilomètre carré. Donc, il y a de la place et on n'est pas les uns sur les autres, à part dans les grandes villes où il y a un peu, forcément une plus grande densité au niveau de la population, mais c'est réservé aux grandes villes. Mais sans ça, en dehors des grandes villes, il y a des grands espaces et vous pouvez rouler des heures sans rencontrer une maison ou sans rencontrer un petit. Les gens sont bienveillants entre eux. Donc, on a différentes populations, hein. Il y a la population maori qui est arrivée un petit peu avant nous, qui est arrivée un peu avant les Anglais. Donc, je pense qu'ils sont arrivés il y a 900 ans, à peu près. Et la Nouvelle-Zélande a été, elle, créée le 6 février 1840. Et les Maoris ont signé un traité qui s'appelle le traité de Waitangi, qui permet, après quelques heures, bien évidemment, que tout le monde puisse vivre ensemble et vivre ensemble correctement. Donc, la culture, je dis, la culture maori est bien présente, la culture européenne aussi, mais on a de plus en plus d'une culture asiatique, aussi bien asiatique venant d'Inde qu'asiatique venant de Chine, et vraiment de toute la partie Asie aussi. Et tout le monde s'entend correctement pour le bien vivre ensemble. L'économie, s'il y a des questions, dites-le moi. Je pourrais revenir sur les questions. Au niveau de l'économie, quand je vous disais tout à l'heure, le niveau de chômage est aux alentours de 3%. Comme on est un peu loin de tout le monde, on exporte beaucoup. Nos principales ressources sont l'agriculture et on est appelé communément le grenier du Pacifique parce qu'on arrive à produire et à nourrir beaucoup de gens. Donc, porte d'entrée vers l'Asie. L'inflation, comme partout dans le monde, avec ce qui se passe en Ukraine et le Covid et les restrictions de transport, les prix augmentent. Donc, on a une inflation à 5,9%. Le produit intérieur brut de 245 milliards de dollars. Les exports représentent 16% du PIB. Et on a une dette, ce qui est vraiment très important par rapport à un pays d'OCDE, on a une dette qui est à hauteur de 15% du PIB. Je crois qu'en France, on est à plus de 100%, voire plus de 100% du PIB au niveau de la dette. Et la croissance est de 3% et le taux de chômage, lui, est de 3,2%. Donc ça peut encore bouger un peu parce que c'était les chiffres de 2021, mais on est encore sur ces tendances, surtout au niveau croissance et au niveau chômage. Donc, pourquoi travailler avec nous? Donc, j'ai l'habitude de vous dire parce qu'on fait tout. On peut vous aider de A jusqu'à Z. Au niveau des compétences dans l'entreprise, par exemple, moi, j'ai une licence de conseiller en immigration, j'ai une licence d'agent immobilier et on a nos propres agences immobilières, et j'ai une licence de conseiller financier. Et dans ma licence de conseiller financier, j'ai 3 branches. J'ai la branche investissement, la branche assurance et j'ai la branche prêt. Donc, lorsque vous venez nous rencontrer, on peut avoir une vue globale de votre projet et on va pouvoir vous donner les solutions les plus adaptées à votre projet. Pas forcément ce que nous, on a à vendre, mais tout ce qui va correspondre le plus efficacement pour vous permettre de réaliser votre projet dans de bonnes conditions. Donc, prise en charge globale et multiservice de votre projet, excellence du connaissance du système néo-zélandais et des procédures locales. Bien évidemment, ça fait 20 ans qu'on est ici en Nouvelle-Zélande et on a été confronté à pas mal de situations. On est nous-mêmes chefs d'entreprise ici en Nouvelle-Zélande et on est aussi chef d'entreprise pour des entreprises à l'extérieur de la Nouvelle-Zélande qui veulent s'installer en Nouvelle-Zélande. Et comme il faut un directeur local, on est directeur de plusieurs entités de clients qui sont offshore, qui sont à l'étranger et dont je suis directeur ici en Nouvelle-Zélande. On est disponible et on parle français des fois on parle franglais, mais le plus souvent on parle français et on a un réseau de partenaires avec lequel on travaille depuis longtemps et suivant les projets, on peut trouver d'autres personnes qui vont répondre à votre demande.
L'intérêt, lorsque vous passez par nous aussi, c'est une question de rapidité. C'est-à-dire que si vous arrivez, vous n'allez pas connaître et vous allez mettre du temps vous y arriverez, mais au lieu de faire ça en une journée, là, j'ai eu des clients qui sont arrivés jeudi. Jeudi, on a traité leur sujet de business et le vendredi, on avait rendez-vous avec 2 banques, les avocats et les comptables. S'ils étaient venus tout seuls, ce genre de démarche aurait mis du temps à pouvoir être établi. Et le fait de passer par nous, ça facilite les démarches. Et comme on assiste aux entretiens, on peut aussi faire la passerelle entre les différents systèmes, un système français ou néo-canadien ou tahitien et un système néo-zélandais qui est parfois différent. Il peut y avoir des fois des mauvaises interprétations de ce qui peut être dit et les gens pensent que c'est ça et en fin de compte, c'est pas forcément ça. Donc, c'est important d'être accompagné d'être accompagné à ce niveau. Il y a Moeta qui a levé la main. Donc, je vais arrêter de partager mon écran. Oui, non. Bon, je ne sais pas. Bon, si on verra pour la question tout à l'heure. Pour l'instant, il n'y a pas de questions encore, mais s'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser. Donc là, maintenant, on va rentrer dans le sujet de l'immigration et des différentes options d'immigration. Et je vous rappelle, la bonne nouvelle, c'est que les frontières qui devaient s'ouvrir au mois d'octobre vont finalement s'ouvrir au 1er août, et notamment pour les visiteurs de tous les pays. Vous, les Français de Calédonie et de Tahiti et de France, ou des pays qui sont dispensés de visa, vous avez le droit de venir en Nouvelle-Zélande depuis le 1er mai. Et là, à partir du 1er août, les étudiants internationaux vont pouvoir venir en Nouvelle-Zélande, et aussi les visiteurs d'autres pays du monde. Donc, ça va vraiment relancer l'activité économique, et notamment les bateaux de croisière qui vont pouvoir aussi revenir en Nouvelle-Zélande. Donc, nous, notre job au niveau de l'immigration, on est au sein de l'entreprise, il y a 3 conseillers en immigration. Il y a Ariane, qui est conseillère en immigration, qui est plus spécialisée sur la partie éducation. Il y a Julie Mariozzo, qui est, elle, conseillère en immigration et qui est spécialisée dans tout ce qui est permis de travail. Et après, moi, je suis plus dans la partie entrepreneur et business et investisseur, et je travaille avec Julie Mariozzo sur la constitution des dossiers et sur l'accompagnement de ces dossiers avec elle. Et elle est très, très bonne. Elle est très, très bonne. Voilà. Donc, lorsque vous avez un projet d'immigration, si vous allez sur des forums, vous allez voir plein de commentaires par rapport à des situations particulières, mais ces commentaires-là ne sont pas forcément faits par des conseillers en immigration, et ce qui s'applique à cette personne-là, peut-être, ça ne va pas s'appliquer à vous. Donc, c'est vraiment important d'être conseillé par un conseiller en immigration. Ce n'est pas obligatoire, mais si vous avez une situation où si vous voulez être rassuré de savoir comment ça va se passer, si vous travaillez avec un conseiller en immigration, ça va être la personne qui va vous aider dans toutes les démarches liées à l'immigration. Et surtout, s'il y a une difficulté, on pourra être là aussi pour résoudre la difficulté avec vous. Les règles d'immigration sont complexes, et ce qui était valable hier ne peut ne pas être valable aujourd'hui, et encore moins demain. Donc, même si vous avez des amis qui ont vécu cette situation-là il y a 1 mois, 2 mois, 10 ans, ce qu'ils ont vécu peut être totalement différent maintenant. Donc, c'est vrai que c'est important de se tenir informé. Nous, toutes les semaines, on reçoit des updates de la part de l'immigration. On a des séminaires, on a des formations pour qu'on soit tout le temps au fait des nouvelles législations et des nouvelles choses qui vont se faire. Donc, vous êtes protégé aussi par la loi de vos droits en tant que client, car tous les conseillers en immigration sont tenus par la loi de détenir une licence délivrée par l'IAE, c'est Immigration Advisor Authority, et sont régis par un code de conduct strict. Notamment, le fait que lorsqu'on a des clients qui ont peu de chances d'immigrer ou pas de chance du tout, c'est notre devoir de leur dire non, votre projet
ne peut pas, votre projet dans la forme où vous voulez le faire ne va pas être réalisable. Mais des fois, il y a des choses à faire de façon au préalable où il faut des fois adapter son projet. Généralement, pour présenter, on dit aux gens qu'ils arrivent avec leurs idées et généralement, ils repartent avec nos idées. Mais c'est simplement une joke, hein, c'est simplement une plaisanterie. Mais faut pas, lorsque vous rencontrez un conseiller de migration, il faut être aussi ouvert au fait qu'il peut y avoir des changements par rapport à vos plans, parce que vos plans ne rentrent pas forcément dans les critères de l'immigration qui vous permettront de rester à moyen ou long terme en Nouvelle-Zélande. Donc, si vous avez quelqu'un qui vous fournit des conseils en immigration, il doit être à même de vous présenter sa licence. Je ne sais pas si je l'ai avec moi, si je peux l'avoir avec moi. Non, je ne l'ai pas avec moi, ma licence, mais c'est une licence qui est délivrée par les autorités et on a notre photo et notre numéro de licence. Et vous regarderez sur notre website, nos numéros de licence sont bien dessus. Et si vous cliquez sur le lien, vous retrouverez nos pédigrés sur le site officiel de l'immigration. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, notre job à nous, c'est évaluer votre projet avec un conseiller d'immigration. On définit votre projet, on va regarder s'il est faisable, on va consulter votre dossier, on va faire la demande de visa, on va vous accompagner sur l'ensemble de vos démarches et on va vous aider aussi à l'installation. Et vous pouvez faire une évaluation gratuite de votre projet sur l'immigration, de votre projet sur notre website. Et si vous le souhaitez, vous pouvez aussi prendre des rendez-vous avec nous par Skype ou par Zoom ou peu importe le moyen. Et on a une demi-heure. Et durant cette demi-heure-là, on va pouvoir parler de votre projet. Voilà. Et vous aurez l'occasion durant cette demi-heure de pouvoir nous poser des questions. Donc, les photos, c'est moi, ici en haut. Ariane, ma femme qui s'occupe de la partie éducation et immigration, et Julie qui s'occupe de la partie immigration, principalement pour les work visas et aussi les demandes de résidence. On a pas mal de gens qui, après avoir leur work visa, souhaitent rester à plus long terme et dans ces cas, il faut obtenir sa résidence. Donc, c'est plutôt notre amie Julie Mariozzo qui s'occupe de cette partie-là, qui est une partie aussi complexe. Donc, le marché de l'emploi dynamique, je le rappelle encore, hein, c'est un taux de chômage de 3,2% en janvier 2002. Les secteurs porteurs qui sont à peu près partout dans le monde, c'est l'agroalimentaire, la construction, l'informatique, l'hospitalité, le tourisme, la santé et pénurie dans de nombreuses industries suite au Covid et augmentation du salaire minimum en avril de 2022 de 20 dollars par heure à 21,20 $ par heure. Et à partir du 4 juillet, attendez, je reçois, à partir du 4 juillet, à partir du 4 juillet, le salaire minimum pour les emplois en général, parce que certains emplois, ils pourront payer moins, mais lorsque vous voulez immigrer, le salaire minimum, on va prendre le salaire médian, et le salaire médian sera de 27,76 $. Bon, il y a un certain nombre d'emplois dans le bâtiment, dans le tourisme et dans la santé où les gens pourront payer moins, et ça sera de l'ordre de 25 $ jusqu'au 4 juillet et de 25,26 $, je crois, après le 4 juillet. Sans ça, si vous n'êtes pas payé ce prix-là, il ne sera pas possible que votre employeur vous emploie. Okay. Donc, là, sur les constructions, sur les demandes d'emploi, oui, la construction, l'ingénierie, on manque toujours d'ingénieurs dans tous les domaines. Et l'IT, ça fait partie des jobs, si vous êtes qualifié, qui sont aussi en demande ici en Nouvelle-Zélande. Et je pense que la demande va s'intensifier car on va voir dans les mois qui viennent un certain nombre de Néo-Zélandais qui pendant 2 ans ne sont pas sortis de la Nouvelle-Zélande, qui vont certainement aller en Australie pour se créer une expérience et pour découvrir un peu le monde, parce que c'est vrai que les jeunes ici en Nouvelle-Zélande ont l'habitude
après leurs études, de faire leur overseas expérience. Et donc, généralement, ils vont en Australie ou, pour les plus téméraires, ils vont en Angleterre où ils peuvent acquérir de l'expérience et s'y voyager un petit peu. Donc, on risque d'avoir ce phénomène-là aussi cette année. Et donc, je pense qu'il y aura de plus en plus de postes qui seront ouverts à l'immigration. Des questions? Non, pour l'instant, toujours pas de questions. Je regarde. Non, toujours pas de questions. Merci à tout le monde d'être là. C'est bien. Au niveau des questions à se poser, quel est votre objectif? Donc ça fait partie du pourquoi. Est-ce que c'est un objectif à court terme ou à long terme? Est-ce que vous êtes en bonne santé? Parce que si vous êtes en mauvaise santé, ça peut poser un problème au niveau de l'immigration pour pouvoir venir. Est-ce que vous êtes de bonne moralité? C'est-à-dire, est-ce que vous avez un casier est-ce que vous avez un casier judiciaire vierge? Est-ce que vous êtes sur la liste des métiers recherchés? Quel est votre niveau d'anglais? Bien évidemment, ici, en Nouvelle-Zélande, les gens parlent anglais. Donc, si pour trouver un travail, c'est quand même préférable de parler anglais. Êtes-vous prêt à reprendre vos études? Moi, je suis arrivé en Nouvelle-Zélande il y a 20 ans et je ne parlais pas anglais. Et donc, ma première mission lorsque je suis arrivé en Nouvelle-Zélande, ça a été de partir à l'école et de rapprendre l'anglais, de me mettre sur les bancs de l'école pour apprendre. Et j'avais 40 ans. Donc, à tout âge, on peut apprendre une langue. Et depuis, j'ai passé 5 ou 6 licences ici en Nouvelle-Zélande et bien sûr tout en anglais. Donc, même si on n'a pas forcément au départ un bon niveau d'anglais, en travaillant, on peut arriver bien sûr à des résultats qui sont tout à fait corrects. Et aussi, une chose qu'il faut ne pas non plus négliger, c'est de parler de votre projet en famille, parce que vous verrez aussi que lorsque vous partez loin de votre famille, ils vous trouveront toutes les bonnes raisons pour vous de ne pas réaliser votre projet. Mais bon, là, il faut être fort. Si vous avez vraiment un projet en tête, il faut essayer de le réaliser. Donc, suivant vos projets, il y a différents visas. Donc, le visa de travail, tel qu'on le connaît, qui s'appelle l'Essential Skill, va être remplacé et le Talented Accredited Work Visa va être remplacé par l'Accredited Employer Work Visa. Donc, on en parlera si vous voulez un petit peu après. Il y aura aussi, si vous voulez étudier plus de 3 mois, il faudra un visa étudiant. Il faudra, pour les Français, vous avez le droit d'un Working Holiday Visa. Ariane vous en reparlera, mais surtout ne pas employer, si vous avez la possibilité, le Working Holiday Visa en tant que lorsque vous venez faire un stage en Nouvelle-Zélande, parce que votre Working Holiday Visa, il est valable 1 an, mais à partir du moment que vous l'utilisez le premier jour, vous avez 1 an. Vous ne pouvez pas dire je fais 6 mois maintenant et je ferai 6 mois plus tard. À partir du moment que vous commencez à utiliser votre Working Holiday Visa, il continue et au bout d'1 an, il se périme. Donc, c'est un peu dommage d'utiliser ce Working Holiday Visa si vous venez en Nouvelle-Zélande pour juste un stage d'1 mois, 2 mois ou 3 mois, voire 6 mois. Ensuite, il y a le visa entrepreneur. C'est pour des gens qui vont créer une entreprise qui va être bénéficiaire, qui va bénéficier à la Nouvelle-Zélande, soit parce qu'elle est innovante, soit parce qu'elle sera en croissance et qu'elle aura un potentiel d'export, généralement vers le pays d'origine. Le visa investisseur, c'est pour attirer des gens qui ont de l'argent et qui veulent faire profiter de cet argent-là à la Nouvelle-Zélande. Et les sommes sont entre 3 et 10 millions de dollars, suivant les catégories. Le visa visiteur, pour vous, les gens qui viennent des pays qui n'ont pas besoin de visa visiteur, il vous est automatiquement accordé pour 3 mois. Et si vous voulez rester plus de 3 mois, il faut faire une demande d'extension pour pouvoir rester plus de 3 mois en Nouvelle-Zélande. Et ensuite, après, vous avez le visa de résident qui va correspondre au fait que vous avez passé déjà du temps en Nouvelle-Zélande en tant que sur un visa temporaire et qui vous permet ensuite de demander la résidence. Et la résidence, vous avez une résidence au départ et une résidence permanente, ce qui vous permet ensuite de rester en Nouvelle-Zélande de façon indéfinie. Et ensuite, au bout de 5 ans de résidence, vous aurez le plaisir de pouvoir demander la
nationalité néo-zélandaise. Et en tant que Français, vous pouvez aussi garder la vôtre. Donc, vous pouvez avoir 2 ou 3 passeports au choix suivant vos souhaits. Donc, l'accrédité d'employeur Work Visa, c'est un nouveau visa qui va être mis en place à partir du 4 juillet pour les employés et à partir du 23 mai pour les employeurs qui devront, pour tout employeur qui voudra employer des travailleurs venant de l'étranger, des travailleurs immigrés, ils devront être accrédités. C'est-à-dire qu'on va contrôler un certain nombre de process dans leur entreprise pour éviter notamment l'exploitation des migrants, car il y avait certaines entreprises qui ne respectaient pas les lois concernant le travail, les congés, la sécurité, les salaires, qui employaient des migrants. Et donc, les migrants qui étaient en position de faiblesse étaient défavorisés. Donc, pour éviter cette exploitation des migrants, il a été créé cette catégorie. Et là, on va d'abord, avant que l'employeur puisse employer quelqu'un, on va vérifier que ce soit un bon employeur. Ensuite, les conditions, le salaire, comme je disais tout à l'heure, sera de 27,76 $ à partir du 4 juillet, à part pour certaines catégories, comme je vous ai dit, tout ce qui est hôtel-restauration, bâtiment et tout ce qui est soins de santé, où les salaires pourront être plus bas, aux alentours de 25 $, 25-26, je crois exactement, j'ai plus le chiffre en tête. Ensuite, l'employeur qui voudra employer des gens devra checker des immigrés, devra contrôler qu'il n'y a pas de personnes citoyennes ou résidentes en Nouvelle-Zélande qui peuvent faire le travail. Ici, en Nouvelle-Zélande, on a ce qu'on appelle la priorité nationale et les offres d'emploi sont réservées en priorité aux locaux. Et si toutefois, on ne trouve pas de gens au niveau de la Nouvelle-Zélande, là, on peut ouvrir les postes à des gens qui sont à l'extérieur. Ne vous inquiétez pas, si vous recherchez des emplois sur des sites comme Trade.me ou comme Seek, vous verrez une mention comme quoi vous devez avoir un visa de travail pour pouvoir travailler. C'est une mention légale. Donc, ça ne va pas vous empêcher de postuler par rapport à ça. Et nous, on va pouvoir vous aider sur votre recherche d'emploi de façon ad hoc. On va pouvoir vous mettre en relation avec une personne qui pourra vous aider à refaire votre CV et à vous préparer à des entretiens d'embauche. Et faire aussi des retours, si vous avez un entretien, un feedback de votre entretien. Et nous, on va pouvoir aussi vous aider à faire ce qu'on appelle un pre-assessment. Et donc, on va regarder votre cas personnel et on va le comparer avec les critères que l'immigration met en place. Et donc, on pourra vous dire que vous êtes éligible ou pas à tel ou tel visa. Et je pense que c'est vraiment un outil efficace car il permet de voir à l'entreprise qui veut vous employer que vous êtes quelqu'un de sérieux parce que vous avez fait des démarches ad hoc par rapport à votre recherche d'emploi. Ça va vous permettre aussi à vous de savoir quels sont les visas auxquels vous pouvez prétendre. Et troisièmement, ça va être encore bénéficiaire pour l'employeur parce que s'il vous donne un travail, vous avez pratiquement toutes les chances de pouvoir obtenir un visa. Je ne peux pas dire à 100% parce que la décision finale appartient toujours à l'immigration, mais si vous avez un dossier qui vous correspond aux critères et que vous avez une offre d'emploi et que tout est vrai, il y a peu de raisons et que votre employeur est accrédité, il y aura peu de raisons pour que l'immigration vous refuse votre visa. Donc ça, on le fait lorsque les gens sont motivés parce que ça a un coût et on fait pas ça juste pour le plaisir de le faire. Il faut que ça soit vraiment un outil qui vous permet de pouvoir ensuite chercher un travail de façon efficace. OK, donc maintenant, j'attends de voir s'il y a des questions parce que nous allons passer à la partie éducation.
Donc, l'éducation. Pourquoi étudier en Nouvelle-Zélande? Philippe l'a ébauché avant en parlant de la qualité des écoles. Alors, c'est vrai que l'on parle soit des écoles de langue jusqu'au niveau universitaire, ou toutes les écoles entre deux, on est hautement qualifié. C'est vrai que toutes les universités sont, alors je n'ai pas vérifié récemment, mais étaient en tout cas dans les 500 meilleurs du monde, ce qui est quand même assez exceptionnel pour un petit pays comme la Nouvelle-Zélande. On a aussi une flexibilité au niveau des écoles qui fait que c'est un plaisir de travailler avec elles parce qu'on peut toujours s'adapter à la situation de l'étudiant, en tout cas dans la majorité des cas. On a aussi une sécurité qui règne dans le pays qui est attractive pour nos étudiants et rassurant aussi par rapport aux parents. La disponibilité des professeurs, l'accessibilité aux gens, etc. On va parler de différents types de séjours et on parlera aussi des collèges et des lycées qui viennent avec ça. Et c'est vrai que les diplômes sont reconnus internationalement. Donc, vous faites une licence dans une université en Nouvelle-Zélande, vous pouvez justifier de ce diplôme par rapport à des études futures que vous pourriez faire. Donc, profitez du système, d'autant plus pour les gens qui sont près d'ici. Hop, je vais essayer de changer sans demander à Philippe. Il m'a dit en douceur, je le fais en douceur. Oui, ben alors il y a douceur et douceur. Alors voilà. Donc nous, notre projet, c'est de nouveau, on vous écoute, vous venez avec un projet. Effectivement, on va essayer de s'y adapter, mais on va aussi vous montrer d'autres possibilités qui peuvent venir. C'est important de comprendre ce que vous voulez dans la globalité. Ce n'est pas la même chose de venir faire un séjour linguistique de 15 jours, par exemple, ou de venir étudier avec l'objectif de pouvoir potentiellement immigrer après, qui est une des solutions possibles. On connaît les gens autour de nous, on travaille avec des écoles depuis longtemps. C'est vrai que je dois aussi confirmer que suite au Covid, par exemple, les écoles de langue ont beaucoup diminué. En Nouvelle-Zélande, il y avait à peu près 600 prestataires chez qui on pouvait apprendre l'anglais. Depuis Covid, on est retombé à 200, ce qui est quand même assez incroyable, mais c'est vrai que ça a été difficile financièrement pour la plupart des écoles qui essayent de se relever avec un rythme plus ou moins différent, on y reviendra. L'intérêt de travailler avec nous, c'est que c'est vrai qu'on vous connaît. Si vous parlez et qu'on utilise aussi les visas d'étudiants, je suis capable de faire. Donc, vous avez un seul interlocuteur. On s'organise aussi sur place. Les étudiants ont mon numéro de téléphone. S'il se passait quoi que ce soit pendant qu'ils sont en Nouvelle-Zélande, on peut intervenir. Donc, vous avez affaire à un petit milieu autour de vous qui peut encadrer le projet. Et les choses aussi pour les enfants mineurs, c'est aussi important qu'il y ait un référent sur place. Donc ça aussi, on peut rendre ce rôle-là possible. Large réseau aussi de familles d'accueil, c'est-à-dire tout ce qui est logement en famille d'accueil, on peut également s'en occuper toujours, même interlocuteur, et on tient compte de l'ensemble du projet, quel qu'il soit. Sur les photos, vous m'avez moi en première photo, j'espère que vous m'avez reconnu, sinon c'est que j'ai vraiment vieilli pendant ce Covid. Autrement, dessous, ma collègue Martine, qui, elle, est plus responsable des études supérieures. Ok, descendons un petit peu. Hop. Non, on est remonté. Alors, pour les séjours linguistiques en Nouvelle-Zélande, 3 formules. Alors, ok, on va mettre quelques nuances. On va parler du cours d'anglais traditionnel. Donc, cours d'anglais en école de langue, de la longueur que vous voulez, avec ou non un objectif. Ça peut être un jeune de 14 ans qui vient faire un mois d'école de langue pendant ses vacances et qui repart juste pour améliorer son anglais. Mais on y reviendra. Ça peut être quelqu'un qui vient faire parce qu'il y a un objectif de passer un IELTS, de passer à Cambridge pour des raisons professionnelles ou pour continuer des études plus tard. Donc, tout ça, c'est possible, quel que soit le niveau et la longueur des études que vous envisagez. Alors, en temps normaux, il faut comprendre qu'au jour d'aujourd'hui, avec Covid, je vous ai dit, les écoles de langue ont souffert. Elles ont aussi souffert beaucoup, puisqu'au début du Covid, ou même d'ailleurs pendant toute la période du Covid, certains étudiants mineurs étrangers se sont retrouvés coincés en Nouvelle-Zélande sans pouvoir rentrer chez eux. Donc, il y a eu une charge de travail absolument énorme pour s'assurer du confort de ces étudiants, d'être sûr que tout était en place, etc., etc. Et ça a passablement épuisé aussi un peu les écoles. Donc là, maintenant, elles rouvrent, mais elles rouvrent progressivement. Donc, c'est vrai qu'à ce jour, à ma connaissance, et je peux me tromper, mais à ma connaissance, on n'a pas d'école de langue qui accepte des jeunes à moins de 17 ans.
Okay, donc ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'on travaille autrement. Alors moi, on a un plan B, on va en parler, mais sur les écoles de langue, c'est beaucoup moins flexible d'avant. Entre autres, pour l'autre partie de la diapositive qui est là, le cours anglais et activité, à ce jour, n'est pas en place. On en parle pour 2023. Mais pour cette année, il n'y aura pas des cours comme ça parce que les écoles de langue ne sont pas encore prêtes à réaccueillir des mineurs. Et après, on a aussi l'autre formule que nous, on propose, qui est une immersion complètement en famille. Alors ça, c'est une formule qui se passe simplement en général entre dernière semaine de décembre à fin janvier, parce qu'il faut que la famille néo-zélandaise soit en vacances. Et là, vous envoyez votre enfant dans une famille néo-zélandaise en vacances pour qu'il passe ses vacances avec. L'intérêt, c'est que c'est une vraie immersion. Contrairement à l'école de langue, où régulièrement, les étudiants parlant d'une même langue vont se réunir, donc ils vont passer beaucoup de temps à parler français. Tandis que ça, c'est une vraie immersion. Ils peuvent des vacances, des jeunes qui sont partis faire du camping, etc., avec la famille. Donc, c'est une vraie immersion. C'est à considérer, mais de nouveau, pas avant le mois de janvier pour que la famille néo-zélandaise soit réellement en vacances et puisse le faire bien. Alors, avant de parler du stage, je vais juste revenir un tout petit peu en arrière sur le cours d'anglais. Je vous ai dit que parfois difficile pour les mineurs. Alors, sachez en revanche que j'ai quelques collèges, voire lycées, quel que soit un petit peu l'âge, qui sont prêts à accepter des jeunes qui, pour 3 semaines, à partir du moment où ils ont un petit peu de niveau d'anglais quand même, il ne faut pas qu'ils aient un niveau 0 parce que là, ça devient vraiment compliqué. Mais autrement, et on peut mettre ça à la place du séjour en école d'anglais. Là aussi, très beneficiary, ça voudrait être l'anglais, non, mais c'est important pour l'enfant parce qu'il a une vraie immersion. C'est-à-dire que tous ses camarades vont être des camarades néo-zélandais et il va se retrouver dans un environnement totalement anglophone. Donc, à réfléchir, mais c'est là, j'ai pas mal d'étudiants qui viennent de France, de Calédonie et de Tahiti qui vont opter pour cette formule-là et c'est à réfléchir parce que c'est vraiment bien. On va descendre un peu. Voilà. Alors, le stage, Philippe l'a évoqué tout à l'heure, il y a des écoles entre autres de Nouvelle-Calédonie, mais ça peut être ailleurs, qui demandent, ou des jeunes de France d'ailleurs, qui ont besoin de faire des stages dans leur cadre du cursus scolaire. À ce moment-là, c'est des choses qu'on peut potentiellement organiser. Il faut voir le contexte. On ne le fait pas forcément pour tout le monde, mais il faut voir un petit peu le contexte par rapport à nos contacts qu'on a ici. C'est possible d'aider les gens, on va le faire volontiers. Il faut savoir que si votre stage est dans un contexte scolaire, c'est-à-dire que pour réussir votre diplôme, vous devez faire un stage à l'étranger de 3 mois, 6 mois, etc. Ça, c'est parfait. Et effectivement, comme l'a dit Philippe, n'utilisez pas le Working Holiday Visa pour faire ça. Il y a un visa spécifique pour les stages. Et Dieu merci, on croise les doigts, on a reçu la nouvelle aujourd'hui. Ces demandes de Work Visa vont être réouvertes à partir du 4 juillet. Donc, on va pouvoir faire ces visas spécifiques pour un stage qui est inclus dans une formation. Okay? Donc, n'utilisez pas le Working Holiday Visa. On a besoin d'une convention de stage. Il faut prouver à l'immigration que ça fait partie du contexte pour obtenir un diplôme. C'est dans les termes qui sont là. Si vous voulez juste faire un stage pour pour compléter une expérience. Disons, bon, moi, je veux peut-être essayer, je vais aller travailler 4 mois chez un plombier pour voir si la plomberie, c'est vraiment quelque chose qui me plaît ou qui ne me plaît pas. Ça ne peut pas être considéré comme un stage parce que ça ne fait pas partie d'un cursus scolaire. Donc, c'est quelque chose qui est différent et il faut le prendre d'une manière différente. Et là, probablement que le Working Holiday Visa serait utilisable dans un contexte comme ça. Soyez important par rapport à ça. Et alors on met des choses en place, potentiellement, on vous aide à trouver une entreprise, à ce que vous ayez des liens avec eux, signer une convention de stage, etc. On peut être ça. Il faut qu'il y ait un minimum d'anglais, oui, et il faut que ce soit 18 ans et plus pour que ce soit considéré comme professionnel aussi dans la vue d'une formation professionnelle. Décidément, je suis pas bonne. Hop. Il existe aussi la formule demi-au-pair qui peut être intéressante parce qu'on peut allier les cours d'anglais avec le fait de garder les enfants en Nouvelle-Zélande. Alors, en plus, on a une légère rémunération par ça, en plus de la pension complète, puisqu'on est nourri et logé, on reçoit un petit peu de sous. C'est un minimum de 14 semaines. C'est voir dans le contexte actuel comment c'est encore possible, comment les familles sont toujours OK avec ça. Enfin, il y a des choses à vérifier derrière.
L'expérience en ayant déjà gardé des enfants est importante aussi. Il faut que la famille soit en confiance. Le permis de conduire est recommandé pour ceux qui connaissent la Nouvelle-Zélande. Vous savez qu'il faut souvent se déplacer pour aller dans l'école. Donc, amener des jeunes enfants à la garderie ou à l'école, etc., peut nécessiter le permis de conduire, tu es en train de voir. Et on peut le faire qu'entre 18 et la veille de ses 31 ans, puisqu'il nous faut un Working Holiday Visa pour faire ce genre de formation. Alors, voilà le Working Holiday Visa. On va en parler un petit peu. Ça fait envie. Alors, il n'y a plus de limite maintenant en France pour le Working Holiday Visa. Donc, on n'a pas de nombre. Donc, à partir du moment où vous le demandez et que vous êtes dans les critères qu'il faut, bien sûr, 18 ans et jusqu'à la veille de ses 31 ans, donc vous aurez le Working Holiday Visa. Alors, très bien, effectivement, pour améliorer son anglais, pour faire ce qu'il en est. Si vous avez l'intention de faire un cours d'anglais, n'utilisez pas le Working Holiday Visa pour la période du cours d'anglais. Si vous faites 4 mois de cours d'anglais, faites un visa d'étudiant. Après, vous pouvez demander le Working Holiday Visa une fois que vous êtes là et ça prolonge votre séjour. N'utilisez pas le Working Holiday Visa pour faire des cours d'anglais. C'est possible, il n'y a pas de souci par rapport à ça, mais ça serait gaspiller une partie du temps du Working Holiday Visa pour le faire. On peut le faire dès maintenant, l'histoire du Covid, là on a terminé avec ça, c'est très bien. Sachez aussi pour certains, et c'est vraiment faire attention à ça, et ce n'est pas forcément sur la slide là, mais on a des gens qui viennent en visiteur et qui font ce qu'on appelle du woofing, c'est-à-dire qu'ils travaillent à la ferme, par exemple, en échange du gîte et du couvert, etc. etc. C'est pas autorisé au niveau de l'immigration parce qu'ils considèrent ça que c'est un travail et que vous en tirez une compensation. Même si elle n'est pas financière, pour eux, c'est une compensation et vous devez avoir un visa qui permet de travailler, même si vous êtes payé en service. Donc, vous devez avoir un Working Holiday Visa pour pouvoir faire du woofing. Faites attention avec ça. C'est vrai que cette expérience en Nouvelle-Zélande, ça peut vous ouvrir des horizons et c'est bien de pouvoir l'utiliser si vous en avez l'opportunité, vraiment. Et il y en a beaucoup, qui sont là, beaucoup de Working Holiday Visa qui sont en Nouvelle-Zélande avec... Voilà. Après, on peut vous aider par rapport à un accueil, à mettre en place les choses, à vous donner une carte SIM, etc., etc. Tout ça, si vous vous sentez un petit peu une crainte quelconque, on peut être là derrière. Je réponds juste à la question qui est posée. Combien coûte en moyenne une année de licence ou de master à l'université? Oui, je vais y répondre. Je finis sur le Working Holiday Visa puisqu'il y a une autre question. Le Working Holiday Visa, il peut commencer jusqu'à vous devez mettre le pied sur le territoire jusqu'à la veille de votre 31 ans parce que le Working Holiday Visa commence à partir du moment où vous arrivez en Nouvelle-Zélande. Pardon, j'ai un rhume qui traîne depuis un moment et qui reste. On me demande aussi combien coûte en moyenne une année de licence ou un master dans une université pour un étudiant étranger. Difficile de vous répondre parce que vraiment, les prix varient beaucoup en fonction des formations. J'aurais tendance à dire qu'on est actuellement dans une fourchette entre 35 000 et 55 000 $, je pense, au plus cher pour une formation et pour une année. Et ça, c'est juste la tuition fee. Donc, ce n'est pas simplement, après, il faut encore bien évidemment vivre sur place. Vous m'excusez? C'est important aussi de savoir que, et ça c'est juste pour casser un mythe, on pense toujours que les universités vont prendre des étudiants étrangers parce que ça leur rapporte plus d'argent que de prendre des Néo-Zélandais. Juste pour que vous le sachiez, un Néo-Zélandais, si vous allez payer 40 000 $, un Néo-Zélandais va peut-être en payer 8. La différence est payée par le gouvernement parce qu'on estime que les locaux ont payé des impôts, donc ont payé une partie de leur université en avance, alors que vous n'avez pas contribué à l'aspect financier de la Nouvelle-Zélande. Donc l'université, à la fin de la journée, elle touche le même montant, quel que soit l'étudiant. En revanche, ça améliore beaucoup sa réputation d'avoir d'étudiants étrangers parce qu'elle peut justifier qu'elle est bonne par leur présence, mais pas pour des histoires financières en plus. Donc ça, c'était juste pour casser un mythe que j'entends souvent. Alors, juste avant qu'on passe à l'investissement et que je redonne la main
À Philippe, j'aimerais revenir sur ses séjours au collège ou au lycée. Pensez-y sérieusement, on peut commencer n'importe quel lundi de l'année, au minimum 2 semaines, 3 semaines, mais de la durée que vous le souhaitez. Et l'intégration se fait très facilement. Pour vous donner des exemples un petit peu sur tout ce qui est études et les lycées, le lycée va vous attribuer à votre enfant dès son arrivée un copain, un mate, un body. Et c'est cette personne qui va le guider dans l'école. Donc, il ne va pas se retrouver tout seul. Alors, déjà, il a un copain dès le premier jour, mais en plus, il a les copains du copain. Donc, l'intégration se fait très, très bien. Alors, c'est vrai qu'au début, il sera forcément un peu fatigué, stressé. Chaque minute va être en anglais, c'est beaucoup de choses. Mais finalement, il s'adapte assez vite. Et en plus, il va être tout le département international du lycée va être très attentif à ce qui se passe, à ce qui va venir derrière. Donc oui, c'est peut-être un peu effrayant, mais ça vaut vraiment la peine parce que l'expérience derrière tient compte. C'est assez intéressant de voir les jeunes qui retournent chez eux très fiers de leur uniforme et qui repartent en Calédonie, en France, à Tahiti avec leur uniforme de l'école ici, avec déjà une fierté qui va avec. Donc songez à cette solution. Globalement, que ce soit école de langue ou que ce soit lycée, etc., les frais sont similaires, il faut juste en penser. Et c'est vrai que bon, il y a des périodes de l'année qui sont plus favorables ou pas. En janvier, je ne vais pas pouvoir mettre dans un lycée ou un collège parce que c'est les grandes vacances, mais le reste de l'année, c'est possible. C'est vraiment cette flexibilité qu'on essaie d'offrir, quel que soit d'ailleurs le thème sur lequel vous nous contactez et quel que soit votre projet. De nouveau, posez à vos questions, vous pouvez nous contacter, vous avez tous les emails qui viennent avec, etc., etc. Et puis, je ne sais pas, mais j'espère que vous aurez accès à la présentation après si nécessaire. Je vais passer la main à Philippe pour l'investissement et encore un grand merci. On espère à bientôt ici. Au revoir. Voilà. Le retour. Donc, bon, j'avais une question tout à l'heure concernant les investissements. Voilà. Donc, les questions. OK. La limite d'âge pour le working et les visas, c'est vous devez arriver avant vos 31 ans ici en Nouvelle-Zélande. Voilà. Combien de temps rien n'a répondu par rapport à ça. Et j'avais une question aussi que j'ai reçue sur un autre texte qui était question pour investir en immobilier, quelle est la procédure. Donc là, je vais vous en parler dans cette partie-là. OK, donc les investissements. Donc on va parler d'investissement commercial, immobilier et financier. Donc, pour les investissements, la Nouvelle-Zélande a été élue, selon la Banque mondiale, Banque mondiale, la Nouvelle-Zélande est le meilleur pays pour faire des affaires, notamment pour la protection des investisseurs, où tout est transparent ici et vous pouvez avoir accès à toutes les informations. Et il va falloir, en revanche, il y a des procédures qui sont assez strictes, et notamment les procédures qui concernent le blanchiment d'argent, où il y a toute une procédure d'authentification de la personne qui va investir et aussi de son lieu d'habitation et d'où proviennent les fonds qu'ils veulent investir. Donc ça, lorsque les gens veulent investir, on devra passer par cette procédure qui est assez lourde, mais on n'a pas le choix. C'est pas de notre fait, c'est le gouvernement qui nous oblige à demander un certain nombre de documents pour prouver qui vous êtes, où vous habitez et d'où vient votre argent. La croissance, comme je l'ai dit tout à l'heure, est de 3%. La transparence, le pays le plus transparent sur son budget au monde, selon le Open Budget Index 2019. Pourquoi investir en Nouvelle-Zélande? Comme je vous le disais tout à l'heure, c'est un pays dynamique. La croissance est de 3%. Le taux de chômage est assez bas, de 3,2%. Et les investisseurs sont bien protégés. On a ce qu'on appelle le FMA, qui s'appelle Financial Market Authority, qui va s'assurer que les investissements que les gens font ne sont pas des investissements qui sont trompeurs. Et là, je reçois de façon régulière des informations de la part du FMA qui dénonce tel ou tel investissement qui ne répond pas aux normes, et ils demandent de les mettre en suspens ou des fois de les retirer tout à fait, et des fois les personnes sont condamnées s'ils ont fait des choses qui n'étaient pas correctes. Donc la simplicité, quand on est ici, c'est assez simple.
ça va poser un petit problème, et je vous expliquerai tout à l'heure après, pour les gens qui ne sont pas ici et qui n'ont pas de compte en banque en Nouvelle-Zélande. Là, ça peut poser un petit souci. La fiscalité est avantageuse, c'est-à-dire que pour les entreprises, on est taxé à 28%, et pour les particuliers, c'est par tranche. De 0 à 14 000, on est taxé à 10,5. De 14 000 à 48, on est taxé à 17,5. De 48 à 70, on est taxé à 30%. De 70 à 180, on est taxé à 33%. Et au-delà de 180 000 $, on est taxé à 39%. J'ai une question. Quels sont les prérequis pour passer une licence de conseiller en investissement financier? Il faut parler anglais correctement et vous devez suivre un cours qui est de level 5, qui concerne les investissements. Vous avez un tronc commun qui sera valable pour les 3 branches, aussi bien l'investissement que l'assurance et les prêts, et après vous choisissez la branche que vous voulez et vous refaites des modules concernant cette formation que vous voulez suivre, que c'est souvent ce que vous voulez faire. Stabilité, un pays honnête et une législation contre le blanchiment d'argent. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a toute une procédure AML, ça s'appelle Anti-Money Laundering, qui est en place pour être sûr que l'argent qui est investi en Nouvelle-Zélande c'est de l'argent propre. Donc, notre mission à nous et nos atouts, c'est on est des conseillers. On a tous, comme je disais tout à l'heure, des licences qui correspondent au fait que l'on peut vendre de l'immobilier et acheter de l'immobilier, et vous donner, on peut aussi vous donner des conseils financiers concernant les différents points de l'investissement, de l'assurance et des prêts. On se charge aussi de toutes les formalités administratives, et on peut prendre votre dossier de A jusqu'à Z. Et après, une fois que vous avez investi, on a un système de suivi qui vous permet de ne pas être lâché dans la nature après que vous ayez investi et qu'après tout le monde disparaît. Là, j'ai des cas qui sont venus me voir la semaine dernière quand j'étais à Nouméa, où les gens ont investi en Nouvelle-Zélande, mais on leur a donné aucune information. C'est des gens qui devaient être inscrits pour payer la GST, qui est l'équivalent de la TVA, et ça fait 2 ou 3 ans qu'ils ont leur bien, et on ne leur a pas dit de le faire, et donc ils ont 3 ou 4 ans, 3 ans de retard de GST à payer. Donc heureusement, ils sont venus nous voir, et donc on va faire une démarche volontaire en disant on ne le savait pas, on n'a pas voulu frauder, mais comme on ne le savait pas, on ne l'a pas fait, et on va essayer qu'ils puissent régulariser leur situation sans devoir payer des pénalités qui ne sont pas justifiées, enfin, qui pourraient être justifiées, mais dans leur cas, le but n'était pas de frauder, mais le fait de ne pas avoir été mis au courant pour cela. Je parle aussi pour une licence pour acheter, vendre de l'immobilier en Nouvelle-Zélande. C'est-à-dire que toute personne, je dis bien toute personne, quel que soit le produit que vous allez acheter en Nouvelle-Zélande, doit être en mesure de présenter un contrat, enfin une licence d'agent immobilier. Donc, il y a 3 niveaux de licence. Il y a la licence de salesperson, donc c'est-à-dire de conseiller en immobilier, la licence de branch manager, donc directeur d'une succursale, et la licence d'agent qui permet de pouvoir avoir sa propre agence immobilière. Et c'est notre cas. Moi, j'ai ma propre agence immobilière qui s'appelle New Zealand Service Real Estate, et je peux acheter et vendre de l'immobilier. Certaines personnes, vous travaillant soi-disant dans une agence immobilière, donc vous pensez que c'est des agents immobiliers, et en fin de compte, ils vous font signer un contrat d'accompagnement en tant que conseiller ou de consultant. Je suis désolé, mais à partir du moment que qu'il y a une transaction qui aboutit et que les gens sont rémunérés sur la transaction ou par le fait d'avoir mis en relation des gens, il s'agit d'un acte immobilier,
et ces gens-là doivent être à même de vous présenter une licence d'agent immobilier et doivent aussi vous faire signer un contrat, soit un contrat de recherche immobilière ou soit un contrat de vente immobilière. Donc faites attention, certaines personnes qui opèrent sur le marché n'ont pas leur licence et donc vous pouvez être en danger parce que s'il y a un problème, vous aurez peu de recours par rapport aux autorités qui régulent le métier d'agent immobilier en Nouvelle-Zélande. Voilà. Donc, pareil pour les gens qui vous donnent des conseils financiers, ils doivent être à même de pouvoir vous présenter leur licence et il y a toute une procédure à suivre lorsque on donne réellement du conseil financier. Voilà. Donc, les numéros de licence en tant que real estate, la compagnie, c'est la 2006 66 211 et moi-même et Julie Lefebvre, qui est salesperson, qui est conseillère en immobilier, a aussi sa licence. Voilà. Avec d'autres numéros que je n'ai pas mis dessus, mais qui sont inscrits sur nos signatures lorsque vous recevez des emails de notre part. Donc, nous, notre job, c'est de vous aider à réussir votre projet. Donc, comme je disais tout à l'heure, pour la plupart du temps, lorsque vous voulez acheter de l'immobilier en Nouvelle-Zélande, vous devez avoir un numéro d'IRD. Et pour un numéro d'IRD, c'est le numéro d'imposition locale en Nouvelle-Zélande, même si vous ne souhaitez pas louer le bien, afin d'avoir une traçabilité sur les achats. Le point de référence, c'est que chaque personne ayant un numéro d'IRD unique, sur chaque transaction immobilière, on va devoir rappeler votre numéro d'IRD. Et c'est très important parce que c'était mis en place, je pense, en 2015. Donc, toute personne qui a acheté de l'immobilier avant 2015 et qui ne l'a pas mis en location n'a pas forcément un numéro d'IRD, mais dans le cas d'une vente, il faudra avoir un numéro d'IRD. Donc, si vous connaissez des personnes qui ont des biens en Nouvelle-Zélande qu'ils ont achetés avant 2015 et qui ne l'ont pas de numéro d'IRD, autant qu'ils se rapprochent de nous assez rapidement pour qu'on puisse les aider à obtenir ce numéro d'IRD, puisque sans numéro d'IRD, vous n'aurez pas la possibilité de vendre. Et généralement, lorsque on vend un bien, on a un certain délai à respecter. Et si on dépasse ce délai, on a des pénalités. Donc, si on s'aperçoit au dernier moment que vous n'avez pas de numéro d'IRD, il va falloir le faire et ça peut prendre une dizaine de jours. Donc, si vous avez 10 jours de retard, ça peut coûter cher quand même parce que vous devrez des indemnités à la personne qui achète le bien. Donc, ça, c'est très important pour les gens qui ont acheté l'immobilier avant 2015. Il est impératif d'avoir un numéro d'IRD et pour avoir un numéro d'IRD, contactez-nous et on pourra vous aider à ce niveau-là. Donc, nous, on va pouvoir vous aider avec les banques, les services fiscaux avec donc l'IRD, avocats, on a des avocats francophones. On peut vous aider aussi avec la gestion de propriété. Jusqu'à présent, c'était une profession libre. Et là, il parle de réglementer cette profession-là, c'est-à-dire que les gens qui seront à même de pouvoir mettre votre bien en location et de le gérer devront être aussi certainement avoir une licence et d'être agréés par le gouvernement pour pouvoir faire ça. On peut vous aider pour l'assurance, on peut vous aider pour le comptable, qui sont aussi français, la gestion de copropriété, et on peut aussi, bien sûr, vous aider pour les déménagements si vous venez en Nouvelle-Zélande et même au niveau local, au niveau de la Nouvelle-Zélande en elle-même. Donc, qui peut encore investir en Nouvelle-Zélande? Donc, il y a deux catégories. Il y a la catégorie résidentielle et la catégorie commerciale. Donc, la catégorie résidentielle, on peut investir, mais on n'aura plus, à part quelques exceptions, il en reste quelques-unes où on pourra acheter pour pouvoir y habiter, mais c'est vraiment, ça doit se compter sur les doigts de la main ou les deux mains peut-être, mais dans les autres cas, vous pourrez acheter avec une obligation soit de revendre à partir d'acheter du neuf sur plan, et suivant les exceptions qui sont accordées, soit vous devrez le revendre au moment où le bien est livré, ou vous devrez le mettre en location. Ça dépend des exceptions. À ce jour, je vous conseillerais de ne pas acheter pour le remettre, pour le vendre, car on ne sait pas à ce jour comment le marché va évoluer. Jusqu'à présent, on avait pu faire, les gens avaient pu acheter à un certain prix
lors sur plan et au moment de la revente faisait une plus-value. À ce jour, comme le marché immobilier n'est pas très dynamique à ce jour sur la région d'Auckland principalement, vous risquiez d'acheter un bien et en fin de compte, quand vous serez obligé de le revendre, ben, vous n'êtes pas sûr de faire de la plus-value et peut-être moins, vous n'avez peut-être pas de l'argent. À ce jour, ce ne sera pas un investissement que je vous conseillerais. À moins que vous achetiez un appartement qui fait partie des exceptions, parce qu'il faut acheter un appartement qui dispose de plus de 20 unités dans le même bâtiment et dont moins de 60% est détenu par des non-résidents. Voilà. Donc, quand vous êtes non-résident en Nouvelle-Zélande, au niveau immigration et au niveau physique, c'est un peu plus compliqué de pouvoir acheter de l'immobilier résidentiel. Donc, acheter une maison existante, ça n'existe pas. Et les terrains, on ne peut plus acheter de terrain non plus. Donc, investir dans des bâtiments neufs sur plan de plus de 20 appartements dans un outil de location uniquement, investissement dans des fonds commerciaux ou agricoles sont encore ouverts aux investisseurs. Il y a d'autres fonds, il y a d'autres investissements que d'autres personnes font et dont je ne fais pas parce que je me suis rendu compte au fil du temps que ces investissements dans les appart-hôtels ne sont pas forcément toujours des bons investissements sur du long terme. Mais bon, moi, j'ai décidé de ne plus en faire, mais d'autres personnes continuent à en faire. Mais il faut savoir, bien évidemment, pourquoi j'ai arrêté d'en faire, c'est surtout au niveau de la revente. Au niveau de la revente, les Nouveaux-Zélandais ne sont pas intéressés par ce genre de produit pour la bonne et simple raison que les banques en Nouvelle-Zélande ne financent pas ce genre de produits. Donc, c'est pour ça que ces entreprises-là font appel à des investisseurs étrangers pour acheter ce genre de biens, mais avec la limitation de revente, car vous devrez trouver un non-résident qui veut bien acheter ce genre de biens, parce que les Néo-Zélandais eux-mêmes ne vont pas acheter ça, parce qu'il y a trop de contraintes, et généralement, ils sont liés pendant 25 ans sur un investissement et difficile à revendre en cas de, si vous l'arrêtez au bout de 10 ans, c'est compliqué à revendre parce que généralement, vous avez un bail initial de 15 ans, par exemple, avec 2 droits de renouvellement de 5 ans. Mais le droit de renouvellement de 5 ans ne vous appartient pas, il est donné au locataire, donc à l'hôtel. Et autre chose qui me gêne un peu dans ce genre d'investissement, c'est que lorsque vous achetez ce genre d'investissement, vous donnez votre droit de vote lors des assemblées générales de copropriété à l'hôtel. Donc, l'hôtel fait un peu ce qu'il veut avec ce bien-là. Donc, je ne suis pas extrêmement confiant dans ce genre d'investissement. Et d'autant plus pour les gens, si vous en connaissez autour de vous, c'est intéressant d'en parler parce que ça, ce n'est pas quelque chose qu'on leur a dit quand ils ont fait leur investissement. C'est que pour les gens qui ont acheté après le 22 octobre 2018, date où les non-résidents ne pouvaient plus acheter du résidentiel, les gens qui achètent des appart-hôtels auront à la fin du contrat de location de 25 ans, vous allez me dire c'est loin 25 ans, mais de 25 ans ça peut passer vite et si c'est l'objectif de laisser quelque chose à vos enfants, au bout de 25 ans, vous n'aurez pas le droit de pouvoir le récupérer pour vous-même et vous aurez obligation de le revendre ou de le relouer sur du long terme. Mais imaginez si les hôtels font des baux de 25 ans, c'est qu'ils estiment que dans 25 ans, il y aura des travaux de rénovation à faire pour le remettre au standard des hôtels dans 25 ans et ces coûts de remise à niveau seront à vous. Et si vous décidez de vendre, comme la plupart des gens qui auront acheté ces biens-là sont des non-résidents, vous risquez d'avoir 80% des appartements à vendre en même temps et les acheteurs sauront que vous avez obligation de vendre. Donc, votre marge de manœuvre pour pouvoir vendre à un prix correct et ne pas perdre d'argent par rapport au prix que vous l'avez acheté se retrouve limité. Donc, c'est pour ça que tout ce qui est appart-hôtel, pour ceux, là, de Tahiti et de Nouvelle-Calédonie qui ont acheté en Thaïlande, ils ont vu un peu quels étaient les déboires qu'il y avait dans ces pays-là. Ici, en Nouvelle-Zélande, on n'a pas les mêmes déboires, mais il y a aussi des contraintes qui sont assez importantes sur le fait
sur le fait que vous aurez peu de liberté de pouvoir jouir du bien à la fin du contrat de location. Donc, s'il y a des gens qui ont acheté ce genre de bien, revenez vers nous, on regardera ce qu'on pourra faire ensemble afin de vous permettre de pouvoir sortir le plus rapidement possible de ce genre d'investissement pour réinvestir dans des biens qui sont un peu plus sécurisés et un peu plus de liberté par rapport à ça. Donc, investissement dans les fonds commerciaux ou agricoles sont encore ouverts aux investisseurs. Nous, on propose différents fonds. Donc, je pense que je m'en parle après. Les bonnes questions à se poser avant d'investir, et c'est vraiment les questions que vous avez à vous poser et à poser aux gens qui sont devant vous. Est-ce que la personne qui me vend un bien immobilier en Nouvelle-Zélande a bien une licence d'agent immobilier valide? Donc, c'est-à-dire qu'il y a un site qui s'appelle REA. Et si vous allez sur ce site-là, si vous tapez le nom de la personne qui est en face de vous, vous devez voir son nom et voir quel type de licence il a et jusqu'à quelle période elle est valide. Si elle n'est plus valide, vous travaillez avec quelqu'un qui n'est pas agent immobilier et vous travaillez à vos risques et périls et vous aurez peu de recours en cas de problème. Est-ce que le développement est autorisé à la vente aux non-résidents? Est-ce que je suis libre de choisir la personne ou l'entreprise qui gère mon bien immobilier? Dans le cas d'un hôtel, c'est non, ça va être l'hôtel qui va le gérer. Donc, quelque part, c'est une facilité, mais une facilité que vous allez payer sur du long terme. Là, sur certaines personnes qui avaient investi dans des appartements hôteliers, avec le Covid, ils n'ont pas reçu ou peu reçu de loyer, malgré que c'était des loyers garantis. Ils ont fait jouer, je ne sais pas quelle clause ou pas, et ils sont exonérés de payer les loyers pendant 1 an ou 1 an et demi, voire 2 ans. Donc, attention, si vous avez ce genre de biens, il faut faire attention quelles sont les garanties qui vous sont offertes dans les loyers garantis. Est-ce que je peux choisir mon propre avocat pour la transaction? Vous êtes tout à fait libre de choisir votre avocat. Si on vous impose un avocat, il faut se poser la question, pourquoi on vous l'impose? Bon, nous, on recommande des avocats. Après, si vous avez vos propres avocats, vous pouvez très bien choisir votre propre avocat. Vous n'avez pas besoin de passer par l'avocat qui vous est désigné d'office. Est-ce que je peux mettre fin à mon contrat de gestion avec la personne ou l'entreprise qui gère mon bien si cela ne me convient pas? Dans le cas d'un appartement que vous mettez en location, oui. Généralement, à moins qu'il y ait un contrat qui ait été mis en place, mais dans ce cas, il faudra regarder pourquoi il a été mis en place. Dans le cas d'un hôtel, vous avez très peu de possibilités de pouvoir rompre le contrat parce que le contrat que vous allez signer, qui va faire 90 pages, est plutôt en faveur du locataire plutôt qu'à votre faveur. Donc, faites attention à ça et faites-vous aider par un avocat avec lequel vous avez confiance et n'hésitez pas à lui poser toutes les questions. Il faut mieux payer un peu plus d'argent au départ sur l'investissement que plutôt de se retrouver avec quelque chose qui n'est pas forcément des plus adéquates pour votre projet. Donc, les démarches incontournables pour acheter ou investir en Nouvelle-Zélande, c'est l'ouverture d'un compte en Nouvelle-Zélande. Et malheureusement, depuis quelques années, ou heureusement, ça vous fait l'occasion de venir voyager en Nouvelle-Zélande, vous devez être physiquement présent en Nouvelle-Zélande. Si vous allez tout seul dans une banque pour ouvrir un compte en banque, vous ne pourrez pas l'ouvrir. Donc, il est préférable, lorsque vous avez un projet comme ça, de nous contacter en avance pour qu'on puisse nous organiser un rendez-vous avec une banque avec laquelle on travaille et qui pourra vous permettre de pouvoir ouvrir le compte et on vous accompagnera lors de l'entretien pour répondre aux questions que vous posera le banquier. Donc, ouverture physique en Nouvelle-Zélande. Seules certaines banques acceptent d'ouvrir des comptes en banque, pas tous, à des non-résidences. Demande d'un numéro fiscal, passeport valide, preuve d'adresse physique dans le pays d'origine, relevé bancaire néo-zélandais, numéro fiscal dans le pays d'origine et la certification des documents, certification par un notaire ou un avocat et montrer ces documents originaux. Et surtout, lorsque vous avez des biens en Nouvelle-Zélande, des comptes ou des appartements ou des maisons ou des shares ou peu importe, il faut faire un testament en Nouvelle-Zélande. Et là aussi, on peut vous aider pour la réalisation de ce testament. Donc, on a vu l'investissement immobilier résidentiel, je vous ai dit ce qui était disponible.
Le commercial, on peut investir dans du commercial, de toutes sortes de commercial, soit par des fonds ou soit directement. Nous, on a choisi plutôt l'option des fonds parce que le montant à investir dans des bâtiments commerciaux qui sont des bons de bâtiments commerciaux excède généralement la limite de budget que les gens souhaitent investir. Donc, c'est pour ça qu'on passe par des fonds. Pareil pour les fonds agricoles. Et aussi, on a des fonds éthiques, c'est-à-dire que c'est des fonds où on n'investit pas dans la drogue, dans l'alcool, dans les drogues, dans le testing animal, dans les carburants. Enfin, il y a un certain nombre de critères qu'on s'appelle dans les jeux d'argent, dans les casinos, qui sont mis en place pour éviter que les gens investissent dans des industries qui eux-mêmes vont pas soutenir de façon individuelle. Donc, on a aussi ce genre de fonds. Agricole, c'est plutôt, on a l'investissement, là, on va lancer des investissements sur des kiwis, mais on a investi dans des pommes, on a investi dans des vignobles aussi, et on a investi aussi dans des forêts. Les forêts, c'est plus des investissements à long terme, mais c'est aussi des investissements intéressants parce qu'on aura toujours besoin de bois et ça permet aussi de récupérer des crédits carbone aussi lorsqu'on investit dans les forêts. On a aussi investi dans le cannabis thérapeutique parce que depuis 2020, le cannabis thérapeutique est autorisé en Nouvelle-Zélande et on travaille avec deux industries en Nouvelle-Zélande qui font pousser ou qui font de la recherche au niveau génétique, au niveau des graines pour faire pousser le cannabis et qui sera ensuite utilisé à des fins thérapeutiques, soit dans les usines locales, il y a une usine locale ici à Auckland, ou soit exporté en Australie, au Canada et un peu partout dans le monde. Voilà. Les différents types d'investissements, achat immobilier, j'ai une autre question. Non. Non, ok, pas d'autres questions pour l'instant. Donc, n'hésitez pas à poser des questions. Ça va un peu vite, je sais, mais bon, si vous avez des questions, n'hésitez pas à hésiter. Donc, l'achat immobilier, il est peu ouvert aux non-résidents. Avoir un compte en banque, oui. L'investissement minimum, environ 250 000 $. Le retour sur investissement aux alentours de 3% brut. Le niveau de risque peu élevé, liquidité pas très liquide, et c'est pas un investissement passif parce que forcément, il faut s'en occuper. Les appart-hôtels ouverts en non-résidents, oui. Avoir un compte en banque en Nouvelle-Zélande, oui. L'investissement minimum, 250 000, oui. L'investissement en ressources d'investissement brut, environ 3%. Le niveau de risque, pour moi, est plus élevé. Ce n'est pas liquide parce que vous aurez quelques difficultés à le vendre. Et investissement passif, non, parce que vous allez devoir aussi quand même un peu vous en occuper. Parce qu'en plus, lorsque vous investissez dans un appart-hôtel, vous aurez besoin d'un comptable pour faire vos déclarations annuelles et pour payer la TVA tous les 6 mois. Donc, ce n'est pas forcément quelque chose de très passif. Les fonds commerciaux, c'est ouvert aux non-résidents. Il faut avoir un compte en banque. L'investissement, on peut commencer à 1 000 $, donc ce n'est pas très élevé. Les revenus bruts sont aux alentours de 5-6%. Le niveau de risque, pas très élevé parce que il y a toujours un niveau de risque comme partout, mais moins élevé parce que c'est des fonds qui sont régulés par le Financial Market Authority, donc par l'équivalent de la COB en Nouvelle-Zélande. Liquidité, si vous investissez par exemple 300 000 $ et que vous avez besoin de 50 000 $, vous pouvez que simplement revendre l'équivalent de 50 000 $ de part. Vous n'êtes pas obligé de revendre l'ensemble de votre portefeuille si vous avez simplement besoin d'une partie des fonds. Et investissement passif, vous recevez votre argent sur votre compte en banque tous les mois, tous les 3 mois, et vous avez peu d'interactions à avoir avec les gestionnaires du fonds. On ne va pas vous demander de changer la machine à laver, on ne va pas vous demander de changer quoi que ce soit. C'est eux qui gèrent ça et vous recevez des sommes nettes sur votre compte en banque parce que dans la plupart des fonds commerciaux, les impôts sont payés à la base et donc vous n'avez pas de déclaration d'impôt à faire pour ce genre d'investissement. Ou s'il y a une déclaration à faire, c'est simplement à un niveau 0. Okay. Les fonds agricoles, pareil. On peut investir même si on n'a pas un compte en banque parce que les distributions de dividendes peuvent être payées sur des comptes à l'étranger. L'investissement est un peu plus important, il est de l'ordre de 50 000 $. Le niveau de risque est un peu plus élevé, donc on a des retours sur investissement plus élevés. Et c'est pareil, au niveau liquidité, vous devez retrouver, c'est un peu moins liquide parce que vous devez retrouver quelqu'un qui rachète vos parts à ce niveau-là. Et c'est un investissement passif aussi.
Le cannabis, donc non-résident, OK. Avoir un compte en banque, OK. L'investissement minimum, c'est 200 000 $. On investit dans des startups, donc le risque est beaucoup plus élevé. Donc, on voit aussi le retour sur investissement qui est beaucoup plus élevé aussi, qui est de l'ordre de 30%, avec un niveau de liquidité aussi moindre parce que vous devez pouvoir revendre vos actions. Et quand dans tous les fonds que l'on travaille, ce n'est pas des fonds qui sont listés en bourse, vous devez trouver quelqu'un qui est prêt à racheter. Donc, pour les fonds commerciaux, ça ne pose aucun problème parce que les parts de ces fonds commerciaux sont réévaluées de façon régulière. Donc là, on avait des fonds commerciaux où on vendait la part à 1,09 et elle est passée à 1,14. Moi, quand j'ai commencé dans ces fonds commerciaux, j'ai acheté ma part à 1,04 et je crois que ma part maintenant est valorisée à 1,22. Donc, si je la vends à 1,20, j'aurai forcément quelqu'un qui sera intéressé pour acheter ma part à ce prix-là et même la racheter au même prix. Donc, est-ce que le fait d'avoir des investissements en Nouvelle-Zélande influe sur les impôts que je paye dans mon pays d'origine, Polynésie, en plus des impôts à payer en France? Donc, oui, normalement, avec la France, on a ce qu'on appelle un accord de double imposition, c'est-à-dire que les impôts qui seront payés en Nouvelle-Zélande deviendront un crédit d'impôt en France et en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, il n'y a pas d'accord accords fiscaux entre la Nouvelle-Zélande et la Polynésie française et la Calédonie. Donc après, normalement, ce que vous touchez en Nouvelle-Zélande, vous devez le déclarer dans votre pays d'origine. Et là, il faut vous renseigner auprès des services fiscaux locaux chez vous pour savoir quels sont les taux d'imposition, mais je ne pense pas que ça soit très élevé. J'en ai parlé rapidement. Je crois que le seuil est assez haut. Donc, voilà. J'ai une autre question. Existe-t-il une possibilité d'acquérir un ranch pour le plaisir, pas pour l'exploitation commerciale, sans intention d'émigrer? Eh bien non. Eh ben non, depuis le 22 octobre 2018, si vous n'êtes pas résident, vous n'avez plus la possibilité de pouvoir investir dans du terrain ou dans des bâtiments en Nouvelle-Zélande. Donc là, je suis désolé, vous ne pouvez pas faire ça. En revanche, vous pouvez acheter un motel, ce genre de choses, parce que vous aurez une activité commerciale liée à votre achat. Les forêts, ouvertes aux non-résidents, pas besoin d'un compte en banque, le minimum 20 000 $, 8%, niveau de risque peu élevé et moyennement élevé. Liquidité, pareil, il faut trouver quelqu'un pour le revendre. Et investissement passif, vous attendez que les arbres poussent pour recevoir votre dû. Donc, vous n'avez pas grand-chose à faire sur ce genre de biens. Les fonds listés en bourse ouverts aux non-résidents, on peut ne pas avoir un compte en banque parce que le dividende peut être reversé directement sur votre compte d'origine. 1 000 $. Les retours sur investissement, c'est variable. Ça va dépendre aussi des conditions internationales qui vont faire fluctuer les cours boursiers. Donc, le niveau de risque est beaucoup plus élevé. Au niveau liquidité, c'est simple. C'est beaucoup plus. Si vous avez besoin de vendre, vous vendez les actions au cours du jour. Donc, bon, c'est pas sûr que vous allez faire une plus-value, mais au moins, vous pourrez récupérer une partie de l'argent que vous avez investi. Et c'est aussi un investissement passif, car vous n'avez pas de grand-chose à faire après vous ayez investi. Le compte à terme, donc oui, bien sûr, il faut un compte, c'est ouvert non résident et il faut avoir un compte en banque en Nouvelle-Zélande. Niveau de risque, il est peu élevé. Niveau liquidité, quand vous arrivez à échéance, vous pouvez le solder. Et bien sûr, vous n'avez pas non plus d'actions importantes à faire sur ce genre de bien. Donc, au niveau commercial, quel type d'investissement? La meilleure stratégie reste toujours de privilégier des biens stables et de diversifier son portefeuille d'investissement. Il y a un vieil adage qui dit il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. C'est un vieil adage qui a traversé les années et les âges. Et donc, ce n'est pas par hasard. C'est-à-dire que plus on a un portefeuille diversifié, mieux, plus on est sécurisé au niveau des différents de la stabilité de la valeur des biens. Donc, nous, on a choisi au niveau commerciaux des fonds d'investissement qui sont diversifiés à 3 niveaux.
au niveau des bâtiments commerciaux. Donc, au niveau géographique, ils sont sur toute la Nouvelle-Zélande, de Whangarei jusqu'à Christchurch. Au niveau activité, ils sont dans l'industriel, ils sont dans les bureaux, ils sont dans le retail aussi, les magasins dans les grands centres commerciaux. Certains, on peut aussi investir avec eux en Australie. Ça se limite un peu, mais on a peut-être encore des possibilités d'investir via eux sur des bâtiments commerciaux situés en Australie, mais les versements se font en Nouvelle-Zélande. Donc, il y a ça. Répartis sur différents secteurs géographiques et sur plusieurs bâtiments commerciaux. Et la troisième diversification, c'est que généralement, vous n'avez pas un bâtiment, un locataire, mais vous avez un bâtiment et plusieurs locataires. Donc, ça permet aussi de répartir le risque financier. Donc, c'est pour ça que nous, on a choisi ce genre de biens qui ont des retours sur investissement. Là, on va en lancer un assez prochainement qui sera aux alentours de 5,26% et dont l'investissement minimum sera de 20 000 $. Donc, ça, si vous êtes intéressé par ça, prenez contact rapidement avec nous, car généralement, les fonds sont souscrits avant qu'ils soient… normalement, on a une date d'ouverture pour la souscription, une date de fermeture, mais avec le succès que ça rencontre ici en Nouvelle-Zélande, on a des fonds qui sont souscrits avant la date limite de souscription. Donc, si vous êtes intéressé par ce genre de fonds, je vous invite vivement de nous contacter rapidement pour qu'on commence à faire votre dossier et surtout pouvoir réserver les parts au niveau des fonds. Une autre question, c'est les rendements annoncés sont-ils nets de l'inflation au brut? Les rendements annoncés sont bruts, et là-dessus, vous devez enlever les impôts qui sont prélevés à la source, qui sont payés directement par rapport au fonds et qui payent directement les impôts. Est-ce que c'est net par rapport à l'inflation? Les loyers sont révisés tous les ans et l'inflation est passée dans les loyers que payent les locataires. Donc, c'est vrai, il y a qu'on s'appelle une partie qui permet de pouvoir absorber l'inflation dans les retours que vous recevez. Une autre question. Je dois donc être résident pour pouvoir acquérir de la terre. Quelles sont les options pour devenir résident en tant que rentier sans obligation de travailler pour ensuite acquérir de la terre? Donc, c'est une bonne question. C'est une question qu'on aurait pu évoquer tout à l'heure au niveau de l'immigration. Il y a ce qu'on appelle le visa investisseur. Donc, c'est soit 3 millions de $, ou soit 10 millions de $. Donc, ça, c'est une possibilité. Il y a certaines conditions par rapport à ça. Ou sans ça, il y a le visa temporaire de retraité. Mais dans ces cas, je ne pense pas, puisque c'est un visa temporaire de retraité, vous n'aurez pas la possibilité de pouvoir acheter un bien en Nouvelle-Zélande, parce que c'est un visa temporaire, ce n'est pas un visa de résidence. Donc, ma deuxième option de retraité va vous permettre de venir en Nouvelle-Zélande pour passer du temps, mais profiter du ranch si vous le louez, mais pas forcément y habiter. On parle bien d'investissement en obligations. Ce n'est pas des obligations, c'est des parts. Donc, c'est des parts de société, des parts de fonds, et que ces parts-là, vous êtes rémunérés au prorata de votre investissement. Ce ne sont pas des obligations, ce n'est pas ce qu'on appelle des bonds, ça s'appelle des shares. Les shares, c'est des actions, mais c'est des actions et donc des parts, mais à la différence d'autres, c'est des parts qui ne sont pas cotées en bourse. Voilà. Donc, on a une valorisation qui est refaite. Le portefeuille d'immobilier sur lequel reposent ces parts sont réévalués tous les ans. Donc, c'est pour ça que votre part augmente de façon graduelle. Puis, le dernier fonds, on l'a ouvert en 2020, il était à 1 $. Il est passé à 1,09 et là, cette année, la dernière souscription était à 1,14. Y a-t-il plusieurs programmes d'investissement commerciaux en vue pour 2022 et 2023? Je vous dis à l'instant, sur ces fonds commerciaux, on va ouvrir prochainement un fonds dont le retour sur investissement est à 5,26 et dont la part minimum sera à 20 000 $. Donc, si vous êtes intéressé par rapport à ces fonds-là, venez nous voir
rapidement, prenez contact avec nous pour qu'ensuite on puisse vous aider à faire ça. Dans les diversités de locataires, il y a des supermarchés, des crèches et des industries, des bureaux. Donc, pour vous montrer un peu les différentes diversifications de ce genre de fonds. Donc là, c'est le cas d'un fonds. Donc, ce n'est pas la peine de les contacter directement. Ces fonds-là ne traitent pas directement avec les clients qui sont pas basés en Nouvelle-Zélande. Donc, on vous représente en Nouvelle-Zélande et donc, ce n'est pas la peine de les contacter. Ils ne vous répondront pas ou ils viendront directement vers nous. Donc, il est préférable de passer par nous directement si vous voulez arriver à quelque chose sur la fin. Ça, c'est quelqu'un avec lequel on travaille depuis 2017, même à titre personnel. Et donc, c'est un fonds qui vient juste de se fermer et qui représentait 5,26%, qui avait un portefeuille immobilier d'une valeur de 204 millions de dollars, un potentiel de croissance du capital à long terme au fil du temps, 6 immeubles, il y avait 5 immeubles dans le fonds et on a levé des fonds pour un 6e immeuble. Et il y a 66 locataires à un 6e immeuble qui se situe dans Hawke's Bay. Et là, il y a 66 locataires dans l'ensemble de ces fonds-là. Donc, celui-là, de temps en temps, on a ce qu'on appelle des offres au second marché, c'est-à-dire que des gens qui décident de revendre leur part, et si les gens sont intéressés, il peut y avoir un intérêt de se positionner, et dès qu'il y a des parts qui sont disponibles, vous pouvez les avoir, et vous êtes mis en liste d'attente, et c'est le premier sur la liste d'attente qui est servi, et au fur et à mesure, on descend la liste d'attente jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de fonds qui soient disponibles. Donc, après, on travaille dans les investissements agricoles. Attends, j'ai encore une question. Ne bougez pas. Donc, y a-t-il moyen de déplacer le siège d'une société en Nouvelle-Zélande? Oui, il y a une possibilité. C'est au niveau de l'immigration. Il y a une possibilité. Tout dépend, ça c'est une question que vous devez me poser. Envoyez-moi un email pour ça. Tout dépend quel est le but de faire ça. Si c'est un but d'immigration, si c'est un but économique, faut que ce soit un peu plus précis. Sans ça, il y a la possibilité, mais faudrait voir dans quelles circonstances et dans quelle structure il faudrait mettre en place afin que le fait de créer la société en Nouvelle-Zélande puisse atteindre votre objectif. Voilà. OK, donc les investissements agricoles, tout comme les bâtiments commerciaux, les fonds agricoles constituent une intéressante investissement immobilier et une excellente manière de diversifier son portefeuille. Alors, beaucoup ont investi dans le vin, les kiwis, les pommes, et quoi qu'il arrive dans le monde, les gens continueront à manger et à boire. Donc, je pense que ces investissements à long terme qui sont intéressants. Le seul bémol qu'il peut y avoir par rapport à ces investissements-là, ça peut être des bémols climatiques. S'il pleut trop, s'il pleut pas assez, il peut y avoir, les récoltes peuvent être plus ou moins bonnes et donc les retours sur investissement peuvent être plus ou moins bons. Généralement, sur ce genre d'investissement, on a 2 sources de revenus. Une première source, c'est la location de ce qu'on appelle le fermage, c'est la location du terrain aux exploitants, donc on reçoit un loyer. Et la deuxième source, c'est la production, et on reçoit une partie des profits de l'entreprise qui sont distribués lors des récoltes et lors des ventes des produits. Donc, il y a 2 sources d'income, les locations et un intéressement à la production. Donc, on peut venir, on a la possibilité de devenir propriétaire, entre guillemets, parce que vous êtes propriétaire d'une petite parcelle suivant l'argent que vous avez investi. Vous pouvez boire une bouteille de vin en disant c'est ma vie, parce que vous êtes aussi propriétaire d'un morceau de la vie, et peut-être que le raisin qui sert à faire le vin sera votre partie à vous. Ça, c'est tout à fait hypothétique.
Donc, les conditions, donc on a des vergers de pommes, des cannabis thérapeutiques, des vergers de kiwi, les vignobles, etc. Le budget, c'est entre 50 et 100 000 dollars. Et c'est des fonds qui sont ouverts à des investisseurs éligibles. Et donc, il y a un certain nombre de conditions à respecter pour cela. Donc, si les gens sont intéressés, qu'ils m'envoient un email et on leur donnera quelles sont les conditions pour être considérés comme investisseurs éligibles. Et on peut aussi, pour certaines personnes, je peux aussi, je l'ai fait, créer des sociétés. Et comme moi, je suis investisseur éligible, vous pouvez investir via la société que je crée et dont vous êtes majoritairement vous êtes l'acteur majoritaire. Et moi, j'agis en tant que directeur ici en Nouvelle-Zélande et j'agis aussi en tant que directeur et comme électeur et comme investisseur éligible, je peux investir dans toutes sortes de produits. Et là, c'est ce genre de montage qu'on va mettre aussi pour les investissements plus petits, pour les gens qui n'ont pas la possibilité de pouvoir venir en Nouvelle-Zélande pour ouvrir un compte en banque et et avoir un numéro d'IRD. Dans ce cas, je crée une société et c'est moi qui investis pour vous et on vous reverse les dividendes au fur et à mesure qu'on les reçoit. Voilà. Retour sur investissement entre 7 et 30%. Je dis 7% sur les vignes et les kiwis et 30% sur le cannabis. Et les profits générés par les récoltes, fruits, miel, chanvre ou les productions de vin sont aussi, il y a une partie des dividendes qui vous revient à vous. D'autres questions? Non, pour l'instant. OK, je continue. Donc, les investissements éthiques, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc, généralement, c'est des investissements qui ont le vent en poupe à ce jour et dont les rentabilités sont aussi variables et sont aussi intéressantes. On a certains fonds qui sont à 10-13%, mais bon, c'est des fonds qui sont listés en bourse et puis qui s'appuient sur un panel d'entreprises éthiques. Donc, il peut y avoir une fluctuation sur les retours d'investissement. Donc, les retours d'investissement sont assez variables. Donc, c'est les profits qui sont générés par les entreprises ayant un impact positif, énergie renouvelable, préservation d'eau, short de nouveaux médicaments, sur de nouvelles recherches, et ainsi de suite, qui peuvent être bénéfiques pour l'humanité. Les business. Donc, ça, c'est aussi quelque chose où on peut vous aider. On a pas mal de gens. Bon, ça peut être lié à un projet d'immigration, mais ça peut être aussi, je pense surtout à la Calédonie et à Tahiti, qui sont nos plus proches voisins. Vous pouvez avoir envie de développer vos activités ici en Nouvelle-Zélande. Donc, soit on peut le faire par la création d'entreprise, mais le plus souvent et le plus rapide, c'est d'acheter des entreprises existantes en Nouvelle-Zélande. Et là, nous, avec nos licences, on peut vous aider dans vos démarches. On peut aller sourcer l'entreprise. Vous nous dites quel genre d'entreprise vous recherchez et nous, on va signer un contrat d'accompagnement et un contrat de buyer agent, entre guillemets, et c'est nous qui allons aller faire les démarches auprès des potentiels vendeurs pour aller voir s'ils sont intéressés à vendre, quelles sont les conditions, et après, on va vous accompagner tout au long des négociations, la mise en relation, les premiers rendez-vous, les discussions au niveau des prix, et après, on pourra vous accompagner avec les démarches bancaires, les avocats et les comptables. Donc, et c'est vrai que c'est un gain de temps considérable parce que nous, on va connaître déjà le processus ici en Nouvelle-Zélande et on pourra faire aussi avec le processus qui se passe en Nouvelle-Calédonie ou en Tahiti ou en France parce que les lois ne sont pas les mêmes et il peut y avoir des incompréhensions parce que vous allez parler d'une chose et la personne va comprendre autre chose et vice-versa. Donc, je pense que dans l'achat d'entreprise, il est vraiment impératif d'être accompagné par des gens comme nous qui vont pouvoir être aussi, dans la mesure qu'on a aussi une connaissance assez approfondie et qu'on travaille sur différents secteurs d'activité, on va pouvoir aussi poser les bonnes questions que vous ne serez pas forcément à même de poser parce que ne vivant pas dans le pays, il y a peut-être des choses qui ne sont pas forcément écrites ou qui sont dans les us et coutumes que vous n'allez pas forcément penser. Le fait qu'on soit là,
lors des entretiens nous permet et vous permet surtout de pouvoir couvrir à peu près tout. Et après, bien évidemment, il y a ce qu'on appelle la due diligence et c'est la période où vous allez pouvoir poser toutes les questions possibles aux gens avec lesquels vous allez pouvoir acheter l'entreprise. Voilà. Donc, ça, comme je disais tout à l'heure, il y a le visa entrepreneur qui va être lié avec l'immigration. Donc, il faut investir minimum 100 000 $, mais dans certaines circonstances, ça peut être supprimé. Avoir une expérience d'entrepreneuriat réussie, c'est-à-dire que si vous avez été en faillite dans votre pays d'origine, ça va être compliqué, ou en banqueroute dans le pays d'origine, ça va être compliqué de pouvoir créer une entreprise ici en Nouvelle-Zélande. Il va falloir prouver que vous avez une expérience au niveau managérial ou au niveau propriétaire d'entreprise et avoir un projet d'entreprise innovant, prometteur, avec un important potentiel d'exportation, objectif, contribuer à la croissance du pays et à son rayonnement à l'international. Donc, ouvrir un motel pour un projet d'immigration, je ne suis pas très sûr que ça passe. Il faudrait voir dans quelles circonstances ça se fait, mais on étudie les projets et suivant les projets, on pourra vous dire si ça peut rentrer ou pas dans les cases de l'immigration. L'achat d'entreprise, comme je disais tout à l'heure, on prend en charge votre projet de A jusqu'à Z pour garantir la réussite de votre investissement dans la confidentialité et la plus totale. Due diligence, contrat d'achat, financement, approbation des services d'immigration, accompagnement dans la demande de visa si vous investissez dans l'objectif de vous expatrier en Nouvelle-Zélande. Et donc là, on sera plutôt sur des budgets au minimum de 2,5 millions de dollars. Donc, le visa entrepreneur, c'est pour la création d'entreprise, comme je disais à l'instant. C'est sur un nombre de points, qui est de 120 points. Et après, l'achat d'entreprise, c'est plutôt dans un projet d'extension de votre entreprise dans votre pays d'origine et vous souhaitez agrandir votre marché. Et la façon la plus simple et la plus rapide de pouvoir faire ça, c'est déjà d'acheter une entreprise existante viable en Nouvelle-Zélande ou qui peut devenir viable parce que vous avez un apport supplémentaire de produits ou de services qui n'ont pas à ce jour, qui va permettre de pouvoir être intéressant sur du long terme. Voilà, donc on arrive à la fin. Donc, l'équipe au complet. Notre amie Salomé nous a quittés il n'y a pas longtemps parce qu'elle a décidé d'élever sa petite fille qui est née au mois de décembre et donc a décidé les 3 prochaines années de s'occuper de sa fille. Donc, elle a été remplacée par Valériane qui nous écoute à ce jour. Donc, on lui souhaite la bienvenue. Et Valériane s'occupe de la communication et du marketing. Ariane s'occupe de l'immigration et des étudiants. Martine s'occupe avec Ariane de la partie études supérieures. Julie Lefebvre s'occupe de la partie investissement et immobilière. Julie Mariozzo s'occupe de la partie immigration et aussi notre ressources HR, ici Human Resource Manager sur l'entreprise et tout ce qui est IT. C'est vraiment la tête pensante et le cerveau de l'entreprise. Et moi qui travaille un peu sur tous les domaines pour répondre et vous aider dans vos projets. Donc, il est 19h38. Merci à tous ceux qui étaient avec nous, qui ont